Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où est-ce que nous sommes, d'où est-ce que vous êtes dans le monde. Homecoming reçoit aujourd'hui sur Madère TV Ibrahim Silla, Ibrahim Salam Silla. Alors, pourquoi Ibrahim Silla invité de son numéro de Homecoming? Pour la seule et simple raison que contrairement à tous les autres qui ont précédé, Salam n'est pas né à Dakar. Salam est né en France en 1983, mais il va nous raconter toute son histoire pour nous dire pourquoi il a quitté la France pour venir, pour faire le chemin inverse de son papa qui partait en 1970. Lamine Silla, quand il partait, c'était en 1970. Ça, toi, quelques années plus tard, tu fais le chemin inverse au moment où d'autres partent. C'est ça, exactement. Je voudrais vraiment te remercier de m'avoir invité sur ton émission Madère TV. C'est un plaisir, un honneur d'être là aujourd'hui pour expliquer un petit peu le parcours de Salam Transport. D'abord, avant Salam Transport, on va peut-être parler un peu de toi, d'abord de tes parents qui sont partis. Oui, effectivement, comme la majorité des parents qui sont également en Europe et dans le reste du monde, donc ils ont immigré du Sénégal vers la France il y a à peu près plus de 50 ans de cela. Donc voilà, et puis aujourd'hui, c'est les enfants qui font le chemin inverse. Alors, le papa part en 1970, c'est Lamine Silla qui part, ta maman qui rejoint en 1982, Madame Djabi, Aïssata Djabi Silla, et tu nais en 1983. Vous êtes combien, la fratrie? On est très nombreux, hein. On est à peu près une vingtaine, parce que mon père est polygame, évidemment. Donc on est une vingtaine de frères et sœurs, donc voilà, le papa a vraiment cravaché, il a travaillé très très dur. Il a été chef cuisinier dans une société de la Poste en France là-bas. Donc il a travaillé vraiment longtemps pour nous éduquer, pour venir subvenir à nos besoins. Et je tenais vraiment à le féliciter, à l'honorer et à le remercier pour tout le travail qu'il a effectué pour tous ses enfants. Alors ton papa il quitte Amdala et Tessan, c'est bien ça? Amdala et Tessan à 16 km de Tambacounda. C'est ça. 12 ans, 13 ans après, toi tu arrives. Comment a été ta vie en France entre deux cultures? La culture à la maison, peut-être la culture de Tamba, de Sénégal qui se retrouve là-bas et celle française. Comment tu as vécu ça? Bon, moi je prends ça comme un enrichissement personnel parce que quelqu'un qui comprend plusieurs langues, plusieurs cultures, ça ne fait qu'enrichir sa propre personne. Donc moi je trouve ça comme un enrichissement. Je suis très content, je suis fier. Parce que grâce à ça aussi, entre guillemets, on a pu s'installer au Sénégal, on a pu se développer au Sénégal parce qu'on ne peut pas venir dans un pays comme ça, s'imposer entre guillemets ou s'intégrer si on ne connaît pas les cultures ou si on ne fait pas partie de la culture sénégalaise. C'est impossible. Dans tout le pays où on va, il faut s'adapter. Il y a la langue, il y a l'alimentation, il y a les cultures, il y a les mentalités. C'est un tout. Et ça, grâce aux cultures qu'on a eues avec les parents au Sénégal, en France, dès qu'on est arrivé ici, on n'est pas du tout dépaysé. Donc voilà cette richesse-là. Et aujourd'hui, si vous voyez ici devant vous en train de parler de notre projet, c'est qu'il y a eu un noyau, il y a eu une fondation qui a été créée par les parents. Et par rapport à ça, je tenais vraiment à les remercier parce que je pense que sans eux, on ne serait pas où on est là aujourd'hui. Et avant le retour à Dakar, au Sénégal, il y a eu cette vie en France. Comment était-elle cette vie Bah oui, après, comme tout le monde, hein, vous savez, voilà, on a eu des parents qui ont cravaché pour subvenir aux besoins des enfants. C'est pas évident. Tout le monde connaît l'Europe, comment ça se passe. Il y a un salaire, il y a plusieurs enfants. Il ne faut pas oublier également que les parents, ils doivent subvenir aux besoins des enfants en France, mais également à la famille qui est au Sénégal. Donc voilà, mon père, c'est l'aîné de toute une fratrie, donc tout repose sur lui, donc c'est pas du tout évident. Ils ont réussi quand même à joindre les deux bouts, essayer de gérer la famille en France, de gérer la famille au Sénégal. C'est très dur. Donc en même temps, nous éduquer, nous inculquer des valeurs. Et voilà, donc aujourd'hui, on a grandi on va dire, dans cette atmosphère-là. Et puis voilà, et après maintenant, grâce à Dieu, chaque enfant s'est un petit peu volé de ses propres ailes. Et je pense qu'avec ce qu'on a pu développer aujourd'hui et créer, leur rendre un petit peu la monnaie de leur pièce, quoi, entre guillemets, même si on ne peut jamais payer les parents, bien évidemment. Mais je pense que ce qu'on leur a montré aujourd'hui, c'est la récompense d'un travail qu'ils ont vraiment fait de dur labeur, quoi. Salam a même conduit un taxi en France. Effectivement, je suis
même actuellement encore chauffeur de taxi, effectivement. Donc j'ai commencé ce métier en 2008. Donc c'est vrai que très tôt, j'ai voulu vraiment être quelqu'un d'indépendant. Parce qu'on a vu les parents travailler, venir, avoir des patrons, toujours pointer au travail, toujours la même routine. Donc c'est vrai qu'au début, j'ai travaillé un petit peu partout, touché un petit peu à tous les métiers. Et voilà, et le taxi, ça m'a toujours plu. C'est un métier où on est autonome dans son propre véhicule. Donc voilà, je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc les voitures propres, on essaie d'avoir un peu de luxe. Et c'est même là que l'idée m'est venue de créer, on va dire, des bus assez luxueux, parce que je me trouvais un petit peu dans mon propre taxi. Donc c'est comme ça qu'un peu les choses sont venues. Effectivement, je suis chauffeur de taxi, je le suis toujours actuellement, j'ai ma licence de taxi, j'ai mon permis taxi. Et voilà, c'est vrai que tout le monde pense Salam Transport, ça y est, c'est mon métier définitif. Non, je retourne encore en France des fois, je continue toujours à travailler et toujours à vivre de mon activité. Parce que voilà, je pense que ça aussi, ça permet toujours d'être toujours humble. Voilà, de ne pas venir et croire que ça y est, parce qu'on a quelques bus et se poser sur l'oreille. Non, moi je continue toujours à travailler, toujours à vivre mon métier de taxi. Et puis voilà, jusqu'au jour où les choses changeront. Mais pour l'instant, je suis taxi et je reste taxi. Je suis même le président d'une association de taxi d'ailleurs, pour préciser. Est-il facile d'être d'abord fils d'émigré et qui plus est chauffeur de taxi, taximan en France? Facile, oui, parce que c'est vrai que en France, des fois, c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de racisme, de beaucoup de choses, de discrimination. C'est vrai qu'on le vit. Mais pour ma propre expérience, effectivement, j'ai quand même une chance. C'est-à-dire que voilà, en France, il y a quand même beaucoup d'aide. Les gens vous aident financièrement, les formations, des fois, sont gratuites. Et moi, j'ai bénéficié de ça, des formations gratuites pour faire ma formation de taxi. Donc voilà, je suis quand même tenu à les remercier parce que c'est très très cher une formation de taxi. Mais on me l'a financé. Voilà, donc j'ai fait ma formation de taxi et grâce à ça, j'ai loué, j'ai fait une location pendant certaines années. Et une fois que j'ai réussi à rassembler un peu d'argent, j'ai acheté ma propre licence et c'est de là que je me suis un petit peu volé mes propres ailes. Et je suis devenu indépendant dans mon propre métier. La formation, c'est quelque chose de très présent en France pour tout métier? Surtout les métiers de taxi, parce que c'est quand même un métier professionnel. Il ne faut pas oublier qu'on prend des gens, on les dépose à un point A, à un point B. Il faut savoir conduire. Et voilà, après, vous savez, l'Europe et l'Afrique, c'est quand même, bon, j'ai pas deux choses différentes. Mais voilà, en Europe, tout est vraiment très, très réglementé. Que ce soit l'alimentation, que ce soit le travail. Le taxi, c'est un métier très, très réglementé, comme la médecine, comme les pharmacies, voilà. Et aujourd'hui, voilà, comme on dit souvent, quand vous venez dans un pays, les premières choses qu'on voit, c'est le taxi. Et un taxi, en fait, reflète tout de suite l'état du pays. Et aujourd'hui, voilà, on est un métier très réglementé. Il faut avoir un casier judiciaire vierge, il faut avoir un permis de plus de 4 ans, il faut connaître toutes les rues de Paris. C'est très, très dur. Mais voilà, avec un peu de volonté, on fait toujours pas réussir. Donc, taximan à Paris. C'est ça. Et connaître toutes les rues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par la formation, c'est une mémorisation? Voilà, c'est une formation de 3 mois. Il faut mémoriser plus de 3500 rues, finissant, commençant. Il faut apprendre aussi également, si je me trompe bien, il y a plus de 30 monuments, il faut les connaître par cœur. Il y a plus de 49 itinéraires, il faut les connaître par cœur. Les hôpitaux, c'est très très dur. C'est 3 mois de formation intense, mais voilà, enrichissant également après. Parce que vous êtes en plus un relais du tourisme, quoi. Ça veut dire que vous êtes un outil du tourisme. Vous avez tout compris. On représente une image de la France. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est assez réglementé. Et puis voilà, après, dans tout métier, je pense que voilà, il faut pour le maîtriser, il faut l'avoir appris, il faut l'aimer. Et puis voilà, je pense que c'est peut-être par rapport à ça aussi qu'ils ont assez réglementé et renfermé ce métier. Alors, quelques années après, 1983, vous prenez le sens inverse, quoi. Ça veut dire des parents qui sont partis en 1970 pour le papa, mais vous faites le chemin inverse. Pourquoi? Pourquoi comme je vous l'ai expliqué, tout ça, on va dire, c'est il y avait tout en France. Je veux dire, il y a un travail, il y a de l'argent, il y a une sécurité sociale, un certain nombre de choses. Pourquoi revenir? Oui, mais pourquoi, la question c'est vous dites pourquoi, moi je dis pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Déjà d'une, moi comme je vous l'ai dit, je veux d'abord remercier les parents parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Quand je dis sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est que déjà, les parents nous ont inculqué dans les racines. Parce qu'il y a des gens, ils immigrent en Europe et ils oublient leurs racines. Et ils changent. Et on a beau réussir en France, on a beau réussir dans le monde entier, on reste toujours un Noir, on reste toujours un Sénégalais. Donc je pense que, comme on dit souvent, on n'est jamais mieux que chez soi.
Et en grandissant, en fait, on l'a remarqué à l'école. On voit un petit peu les différences. Vous arrivez à un certain niveau de classe, par exemple, en 6e, en 5e, en 4e, en 3e. Vous arrivez en 3e maintenant, vous avez différentes formations. Et on a remarqué que, par exemple, les immigrés, c'est rare qu'on les dirige vers les bacs professionnels, vers les métiers d'avenir. En général, c'est vers les formations de cuisine, vers les formations de mécanique. Et nous, on l'a vécu, ça. Donc déjà, tout de suite, on sent un petit peu cette différence, cette discrimination. Donc un petit peu en grandissant, et je pense que je me suis dit la seule manière de prouver qu'ils ont fait l'erreur, c'est entre guillemets de réussir. Et nous, on va dire la chance qu'on a eue, c'est que les parents nous ont toujours inculqué tout de suite les valeurs de l'Afrique. C'est-à-dire que nos parents, chez nous, on ne parle pas français, on parle notre langue natale. On ne mange pas du foie gras et du chou-fleur, on mange du riz et du tièbe. Donc toutes ces cultures-là, on a appris vraiment d'où on vient. C'est-à-dire qu'on a la culture française, c'est vrai, on est né là-bas, mais nos parents disent attention, nous on vient de là. Nous on compte être enterrés là. Nous on compte rentrer là. Donc tout de suite, on est toujours entre deux chaises. Donc c'est comme ça qu'on a grandi, Après les parents nous ont ramenés en vacances, on venait souvent et tout. Et après voilà, l'amour du pays est venu, l'amour de la fratrie, la teranga, l'odeur du pays, les mentalités. Et voilà, et après plus on grandit, on se dit mais pourquoi pas? Donc au début on arrive, on teste un petit peu, on regarde. Et après une fois que l'amour du pays est ancré en nous, et après c'est parti. Voilà, donc voilà pourquoi on a fait le sens inverse. On s'est dit pourquoi pas. En France, on sait que c'est vrai qu'il y a, comme vous dites, sécurité sociale et tout, mais quelqu'un qui est digne de ce nom-là, on n'attend pas la sécurité sociale pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut travailler, il faut se battre. Quelqu'un qui profite du système, pour moi c'est un paresseux ou bon, je dis pas un profiteur, mais j'ai pas été éduqué comme ça. Mon père, je l'ai vu tous les matins se lever à 6 h du matin aller travailler. J'ai vu ma mère se lever tous les matins dans le froid de la France, aller nettoyer les poubelles des bureaux. Donc voilà, moi, c'est pas moi né là-bas qui va venir et profiter de sécurité sociale et l'argent qui tombe du ciel. Non, je suis pas comme ça, j'ai pas été éduqué comme ça. Ceux qui le font, je les critique pas, mais c'est leur mentalité. Moi, j'ai pas été éduqué dans ce contexte-là. Donc c'est la labeur, le travail et le sérieux. Donc voilà, il n'y a que ça qui paye. C'est comme ça qu'on l'a prouvé et c'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est ça qu'on essaie de développer à nous et à nos générations futures également. Y a-t-il beaucoup d'Africains, de fils d'émigrés qui rêveraient de rentrer au Sénégal? Effectivement, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Mais voilà, après aussi, il faut avoir une réalité aussi du pays. Aujourd'hui, il faut comprendre que c'est très très dur. C'est très très dur parce qu'il y a des réalités. C'est vrai que c'est le pays, c'est vrai que c'est le Sénégal, c'est vrai qu'on aime, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des réalités et j'ai pas envie de le cacher aux gens parce que on est passé par des moments de galère. C'est vrai que les gens, en général, ils regardent le succès, ils regardent la réussite, entre guillemets, ils regardent le développement de la chose, ils regardent les réseaux sociaux. Mais derrière, des fois, il y a des embûches, il y a des bâtons dans les roues, il y a des jalousies, il y a des... Je sais pas si je peux cataloguer le Sénégal tant que tel, ou si c'est la vie en général, ou si c'est le monde qui est comme ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai que l'avenir au Sénégal, il y a beaucoup d'avenir en Afrique, il y a le développement en Afrique, mais il faut venir avec des sécurités. Il ne faut pas venir comme ça, tomber d'un parachute, dire que ça y est, c'est l'Eldorado. Non, effectivement, il y a des choses à faire, mais prenez des pincettes, faites très attention, regardez dans quoi vous rentrez. Et ce que je peux conseiller aux gens pour vraiment investir en Afrique, c'est d'abord de connaître l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas investir dans un pays qu'on ne connaît pas. On ne peut pas investir dans un pays qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas investir dans un pays dans lequel on ne connaît pas les cultures. Ça n'existe pas. Et que ce soit dans les deux sens. Hein. On quitte ici, qu'on aille en Europe, si on ne connaît pas les codes européens, on ne connaît pas le travail européen, on ne connaît pas la ponctualité européenne, tout ça, on ne peut pas s'adapter. Donc je pense que le plus important d'abord, c'est de connaître le pays et après, tenter. Voilà, tout simplement. Alors, vous arrivez en quelle année au Sénégal? En fait, déjà... Pour vous installer. Bon, déjà au début, on venait comme tout le monde, hein, les vacances scolaires, c'est-à-dire que voilà, du mois de juillet, août. Et moi, le vrai déclic, c'était en 98, quand ma grand-mère était malade. C'est là que mon père est venu. Il m'a laissé 3-4 ans ici pour étudier, parce que voilà, il s'est dit qu'en France, c'est vrai qu'avec toutes les délinquances qu'il y a eu, l'éducation un peu à la européenne, il y a un peu de laxisme. Vous savez, en Europe, voilà, l'éducation à la dure, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mon père a créé un petit peu qu'on tombe un petit peu dans la délinquance, donc il nous a amenés ici au Sénégal. Donc j'ai fait 4 ans ici au Parcelles Unité 26, chez mon oncle qui est décédé d'ailleurs, paix à son âme, à qui aussi je rends hommage, parce que si on est là aujourd'hui et que je suis dans ce contexte-là à parler avec vous, c'est en partie grâce à lui aussi, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a élevé, qui m'a éduqué pendant 5 années avec sa femme, ma tante.
paix à son âme également, qui est décédé. Et c'est à eux aussi que je leur rends hommage. Que j'ai vécu chez lui pendant 5 ans. Après, je suis retourné en France. J'ai travaillé un petit peu là-bas. Je continue à faire des va-et-vient, des va-et-vient, des va-et-vient, jusqu'à la création de Salam Transport. Et c'est vraiment là que maintenant j'ai décidé de tenter le coup, de partir à l'aventure et de partir s'investir au Sénégal, le tout pour le tout. Alors ça n'a pas été difficile, ou du moins, autant pour moi, cela a été très difficile, parce que quand on voit vous parler d'embûches, parler de difficultés, Salam Transport naît, on voit autour de vous de belles photos et de personnalités, de grandes personnalités. Ça a été difficile, mais il y a aussi des soutiens, apparemment, quand on voit ces photos qui sont là. Bon, effectivement, ça a été tout début difficile. Ça n'existe pas, que ce soit en relation amoureuse, en travail, en business. Dans la vie, Charles, on peut pas dire qu'on réussit sans souffrir. La souffrance, pour moi, et la réussite, c'est comme le yin et le yang. Pour moi, ça va avec. Parce que c'est grâce à la souffrance qu'on a l'expérience. C'est grâce à la souffrance qu'on évolue. C'est grâce à la souffrance qu'on se développe. C'est grâce à la souffrance qu'on reste humble. C'est grâce à la souffrance qu'on est un petit peu méfiant. C'est grâce à la souffrance qu'on se développe. C'est grâce à la souffrance qu'on évolue. Donc effectivement, on a eu des coups. C'est normal. Moi, je me dis, tout ce qu'on fait de bien, ça gêne. Et tout ce qu'on fait de mal, les gens ne font pas attention. Donc, ces embûches, ces coups bas, ces trahisons, ces méchancetés. Ça a été difficile à vivre? Très, très difficile parce que ça fait mal, parce qu'on se dit, on vient pour apporter quelque chose. Salam Transport n'est pas venu pour prendre. Aujourd'hui, on peut le voir par rapport à nos tarifs, par rapport au service qu'on met dans le bus. On aurait pu venir mettre un bus à disposition, mettre une climatisation, un point, un trait. Mais aujourd'hui, on met la climatisation, on met la Wi-Fi. Nos tarifs sont très, très abordables pour que toute la population puisse accéder à nos bus. Nous, on est venu pour apporter. On n'est pas venu pour prendre. Parce que et ce qui fait mal, c'est qu'on se dit qu'on est là pour aider le pays. On essaie de créer de l'emploi. Et quand on voit le bâton dans les roues, ça fait mal. Parce que ça, on n'a pas vu que ça en Europe. Et c'est peut-être là aussi où il y a le déséquilibre. C'est peut-être là où quelqu'un... C'est plus facile d'investir en Europe qu'ici, bon, même pour un étranger? Niveau humain, bien évidemment. Parce que le Français, l'Américain, le Canadien, il n'a pas le temps de jalouser l'être humain. Il n'a pas le temps de commérer dans ce que vous faites. Il n'a pas le temps entre guillemets, vous jeter des petits grillés à gauche à droite. Il n'a pas le temps de vouloir du mal parce que le travail... Vous avez vécu tout ça? On a vécu tout ça. C'est des réalités. Je pense que tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, tous les gens qui ont investi en Afrique, tous les gens qui essaient d'investir en Afrique, je pense, 90%, après peut-être que certains ont eu de la chance parce que peut-être leur chose ne s'est pas encore développée, mais toute personne qui travaille ici, je ne sais pas si c'est les réalités du pays ou bien si c'est les mœurs, je ne sais pas. C'est peut-être arrogant de ma part de dire ça, mais je pense que tous les gens qui développent quelque chose ici, il faut qu'ils passent par cette difficulté-là. Donc voilà, on en est aujourd'hui, je le vis. Maintenant, au début, ça faisait mal parce que j'étais là pour apporter quelque chose. Et c'est vrai, quand on apporte quelque chose à quelqu'un et qu'on vous retourne un petit peu de la méchanceté, on n'est pas tout de suite habitué. Mais c'est là où je vous dis que les deux cultures servent à quelque chose. Parce que j'ai la culture française où ça me fait mal, mais l'éducation africaine que j'ai eue me montre que c'est normal. Il faut que tu fasses avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça aussi qui m'a appris à pouvoir encaisser ces coups-là. Et puis voilà, et après, ça prouve que là, ça permet également aussi d'être humble. Parce que c'est vrai que quand tout vient, tout est beau, tout est rose, des fois on a tendance à prendre la grosse tête, à se dire que ça y est, nanana. Mais quand vous avez des embûches, des coups, ça permet de rester calme, de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Je fais attention, il faut que je sais comment parler. Parce que les gars, il y a des codes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méchanceté, mais il y a aussi une manière d'être, une manière humaine. Comment on s'habille, comment on salue les gens, comment on respecte, comment on parle. Parce que c'est vrai que le Sénégalais, peut-être a beaucoup de défauts et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, mais le Sénégalais aussi, il aime le respect. Alors que, et je pense que c'est n'importe qui. On ne va pas dans un pays venir comme ça, se prendre pour Robin des Bois et débarquer. C'est vrai que quand tu vois les Français, ils sont un peu méfiants. Ils croient que nous, on va en France, on ramasse l'argent dans les poubelles. Ils croient que nous, on est des milliardaires, alors qu'on a travaillé. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, aujourd'hui, ça me transporte. Si je vous dis que pendant 10 ans, j'ai pas eu de vacances, pendant 10 ans, j'ai travaillé, pendant 10 ans, je me suis sacrifié, les gens ne vous croient pas. Aujourd'hui, les gens ne regardent que le résultat. Mais ils ne regardent pas aujourd'hui la fondation, d'où ça a commencé. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, effectivement, toutes les célébrités que vous voyez aujourd'hui, ça me soulage. Ça prouve que tout travail paye un jour ou l'autre. Toute difficulté paye. Aujourd'hui, les images parlent d'elles-mêmes. Je pense que tous les gens qui sont derrière moi aujourd'hui ne vont pas se greffer à une société, ne vont pas se greffer à une entreprise qui n'est pas digne de ce nom-là.
Est-ce que je veux dire? Peut-être que les gens qui regardent l'émission ne savent pas. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on travaille avec beaucoup de célébrités. Vous avez vu les Akon, vous avez vu les Youssou N'Dour, vous avez vu les Wally Seck, vous avez vu aujourd'hui les Maître Gims. Tout le monde aujourd'hui travaille avec Salam Transport. Donc c'est pas parce qu'on est Salam Transport. Salam Transport, c'est un nom. Mais aujourd'hui, c'est la qualité de Salam Transport qu'il faut regarder. C'est ce que Salam Transport apporte aux gens. Et pourquoi Salam Transport et pas les autres? Donc je pense que s'ils nous ont choisis, c'est qu'ils savent qu'aujourd'hui, on a réussi à faire la différence. Donc rien que par rapport à ça, ça m'a prouvé qu'il faut être patient, il faut accepter les embûches et que tout travail et que toute difficulté n'est toujours pas payée. Et quand je vois ça aujourd'hui, je me dis effectivement, c'est pas qu'un dicton, c'est aussi une réalité. Je vois vos bus, ils sont très beaux, ils sont pourquoi jaunes? Et c'est quoi? C'est la direction, c'est quelle destination Salam Transport? Bon, la couleur, c'est que la couleur au début, c'est vrai qu'on voulait faire les drapeaux du Sénégal. C'est-à-dire qu'on voulait faire des bus verts, des bus jaunes, des bus rouges. Et chaque destination a sa couleur. Mais en fait, quand on a ramené le jaune, on a vu que le jaune, c'était une couleur qui tape, qui attire, qui flash. Et puis finalement, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'une société aussi, on ne peut pas avoir des bus multicolores. C'est vrai qu'après, les gens, mais le problème, c'est que c'est comme les autres compagnies concurrentes, par exemple, ils ont des bus tous de la même couleur. Donc quelqu'un qui regarde un bus jaune, tout de suite, automatiquement, psychologiquement, il se dit, ah, ça, c'est Salam Transport. Mais si on a fait plusieurs couleurs, ça aurait peut-être un petit peu dispersé les gens. Donc, et comme on a vu la couleur jaune, elle est belle, elle est attirante, avec le soleil, également qui représente la teranga, la couleur jaune du soleil. Bon, on s'est dit, écoutez, on va garder. Donc voilà pourquoi tout simplement la couleur jaune. La destination, je vois Tambacounda, forcément. Voilà, Tambacounda, c'est la maison mère, c'est la base, c'est la fondation, c'est le papa, c'est la maman, c'est nous. On nous a bien accueillis, on a voulu apporter un plus. C'est également la plus grande région du Sénégal, Tambacounda. Donc c'est également Kédougou qui va à côté, toutes les grandes régions. Donc voilà, on a voulu d'abord s'intégrer là-bas et on l'a fait de très belle manière. Après, par la suite, on a essayé de développer Kédougou en ce moment. On a fait Touba également aussi, les khalifs généraux ainsi que tous les mourides ont vraiment bien accueilli la société et le service qu'on leur apporte. Et là, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc on essaie de développer et on espère, avec la grâce de Dieu, faire les 14 régions du Sénégal. C'est notre objectif. Mais bon, c'est l'homme qui propose, mais c'est Dieu qui dispose. Vous n'êtes pas que dans le transport, Salam. Bon, pour l'instant, au Sénégal, on est dans le transport. Bon, après, voilà, avec, comme tout le monde, on essaie de... Voilà, moi, je continue toujours à travailler, comme je vous dis, chauffeur de taxi ici. Bon, voilà, des fois, on a des petits commerces de parfums à gauche, à droite, on se débrouille un petit peu. Voilà, moi, je suis quelqu'un, je touche à tout. On touche à tout parce que, voilà, il ne faut pas rester sur ses lauriers. Aujourd'hui, les bus, c'est que des bus. Demain, on peut venir rouler, rentrer dans un mur, ne plus rien avoir. Donc, il ne faut pas... En fait, le fait de travailler, toucher à tout, ça permet de rester humble. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a certaines personnes, ils ont une société, deux sociétés, ils gagnent un petit peu d'argent, ils s'arrêtent. Pour eux, c'est la réussite. Mais la réussite, c'est Dieu qui connaît. Donc ça veut dire qu'il faut toujours essayer de toucher à tout. On ne sait pas son destin. Personne ne connaît par où Dieu. Moi, j'étais taxi. De taxi, je me trouvais dans les bus. Qui aurait imaginé que de taxi, je me retrouve dans les bus? Donc c'est pour ça que même vous me dites demain vendeur de cacahuètes, je vais le faire. Parce que peut-être que dans vendeur de cacahuètes, demain, ça me permet d'être le plus grand cultivateur du Sénégal. Je ne sais pas dans quoi je vais être demain. Donc moi, même si vous me dites demain, vendre des cacahuètes à 100 francs, je vais le faire. Pourquoi pour vous, c'est une voie, c'est un chemin, un tremplin? Pour moi, je néglige rien. C'est mon éducation. J'ai été comme ça. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, hein, tous les gens qui ont réussi, ils ont commencé par le bas de l'échelle. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont ouvert des KFC, qui vendent des poulets. Je ne pense pas qu'il est venu avec 150 millions de poulets. Je pense qu'il a commencé par 2-3 poulets. Il a progressé. On le voit, bon, je n'ai pas des concurrents, mais c'est différents collègues, sans citer de nom, parce que bon, je pense que je ne sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas, mais il y a des sociétés ici de transport qui sont développées où le représentant était un simple chauffeur de taxi au Sénégal. Il a commencé par un taxi, il a acheté un petit car, après il a acheté un petit bus, et aujourd'hui, il a une grande société qui est garée au niveau de Yoff là-bas, où il a plus de centaines de bus, d'ailleurs qui sont développés à l'aéroport. Donc il a commencé par le bas de l'échelle, vous voyez ce que je veux dire? Donc on est un peu comme ça. Donc, et ça aussi, c'est aussi une culture que j'ai de la France. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des millionnaires, vous avez des milliardaires, mais qui prennent le métro avec vous. Vous avez des millionnaires qui prennent le bus, vous ne savez même pas que c'est des millionnaires. Pourtant, ils prennent le bus, ils ont leur petite sacoche et ils vont au travail tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, malheureusement, au Sénégal, on gagne un petit peu, on a un petit chauffeur, ça y est, on vient avec les grands boubous, avec le chauffeur, on bombe le torse et on a l'impression qu'on ne va plus aux toilettes. Et malheureusement, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Et voilà, mais voilà, moi aussi, c'est pour ça que je dis que les deux cultures, ça enrichit. Parce que on a beau réussir quelque chose au Sénégal, entre guillemets, mais l'éducation française fait qu'on est obligé de rester humble.
tout simplement. Que diriez-vous à tous ces jeunes qui partent ou ceux qui veulent, d'abord ceux qui partent aujourd'hui quand on sait qu'il y a quelques jours seulement on a appris que 79 avait été secouru au Maroc, hein, pour dire les choses, c'était au Maroc, ces défis de la mort avec la migration clandestine, un message peut-être Un message, moi ça me fait mal parce que malheureusement on n'a pas cette capacité de pouvoir sauver le monde. Nous aujourd'hui, Salam, on est fiers parce que j'ai plusieurs personnes qui comptaient prendre le bateau. On a essayé de les récupérer pour travailler avec nous. Dieu merci, ils sont là aujourd'hui, ils sont épanouis. Ils sont même mieux que certains qui sont partis, qui ont réussi à arriver là-bas. Parce que comme je l'ai expliqué, on est mieux que chez soi. Mais au début, je critiquais un peu ce genre de comportement. J'étais un peu frustré, je ne comprenais pas. Je me dis, mais non, vous ne comprenez rien, c'est ici l'avenir. Mais c'est vrai que quand je vois la mentalité au Sénégal, quand je vois un petit peu de difficulté des gens à travailler, quand je vois les salaires qu'il y a, quand je vois un petit peu l'environnement du pays, vous êtes comprendre pourquoi ils partent. Ce n'est pas justifié, mais des fois, il y a des gens où juste c'est très très dur. Il y a des gens pour manger le matin, ils n'arrivent pas. Il y a des gens, quand vous voyez que même pour se marier, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas un rond dans les poches. Quand vous voyez ici également que Salam Transport, par exemple, on développe le pays. On essaie de gérer sur l'économie. Mais quand je dis que Salam Transport aujourd'hui, bon d'habitude je ne suis pas là à critiquer, mais aujourd'hui on a investi énormément d'argent dans le transport et on n'a eu aucune subvention de l'État. On n'a eu aucun soutien de l'État. On n'a eu aucune aide de l'État. Donc quand vous dites que alors qu'on nous a dit qu'il y avait des Sénégalais émergents, qu'il y avait des associations ou des structures pour aider les jeunes, mais nous aujourd'hui on n'a pas bénéficié. Donc on se dit, aujourd'hui si nous-mêmes qui ont ramené un plus ici, on n'a pas bénéficié, j'imagine pas du Sénégalais lambda. Lui, il va vivre de quoi? Il va se débrouiller comment? C'est très très dur. Donc c'est pas un justificatif de le faire parce que je pense pas que, à partir de moi, dans ma logique, hein, à partir du moment où on a de quoi manger, je pense que c'est une grande richesse. Malheureusement, c'est vrai que les réseaux sociaux, l'Europe, les snaps, la vie que les gens montrent en folklore, avec le développement des réseaux sociaux et du numérique, aujourd'hui, les gens veulent s'évader, les gens veulent partir. Mais aujourd'hui, la plupart, regardez nos parents. Personne n'a été plus travailleur que nos parents. Nos parents, ils n'ont pas su ce que c'est quoi les boîtes de nuit. Nos parents ne savent pas ce que c'est que dépenser de l'argent dans des chaussures, dans des montres. Et pourtant, ils sont retournés. Donc, s'ils sont retournés, posez-vous la question. Parce qu'il n'y a pas plus de travailleurs que nos parents. Moi, mon père, il est là. Il n'a jamais eu un congé de maladie en France, en 50 ans de travail. Il n'a jamais pris 2 jours de maladie. Jamais de la vie. Ils ont travaillé pendant 50 ans. Donc, si nos parents, ils ont travaillé pendant 50 ans, ils ont réussi à rien faire en France, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est vrai que les France, il y a des aides. En France, il y a plusieurs choses. Il faut comprendre que le système français est très ficelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller là-bas, prendre de l'argent et croire qu'on va tout vivre au Sénégal. Ça n'existe pas là-bas. Là-bas, vous avez un loyer à payer, vous avez une assurance, vous avez l'alimentation, vous avez les vêtements, vous avez un tout. Là-bas, c'est pas l'Afrique. C'est une société de consommation de masse qui vous prend votre argent. Et c'est ça que les gens se font beaucoup piéger. Les gens croient qu'on va aller en France, prendre le SMIC, ils font des calculs, 1 000 €, ça fait 600 000. 600 000, j'envoie 100 000 en France. C'est pas comme ça. Avec 1 000 €, oui, on peut gagner 1 000 € en France. On peut gagner 650 000 en France. Mais comment ça reste? C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous faites avec 1 000 €? Vous dormez où? Chez qui? Vous mangez comment? Vous transportez comment? Vous roulez comment? Donc tout ça, c'est des trucs que les gens ne font pas attention. Vous êtes en train de dire qu'en fait, nos expatriés qui envoient de l'argent au Sénégal font d'énormes sacrifices. Énormément. Ils ne se rendent pas compte, mais j'en fais partie. J'ai investi dans mon pays. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 10 ans, 100% en vacances. 10 ans, je travaille tous les jours. Les gens envoient Salam Transport, nanana. Oui, c'est beau, c'est joli, c'est nanana. Mais c'est pas tombé du ciel. C'est venu comment? Je vends pas de drogue. On n'est pas financé par les banques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on a fait tout ça, c'est qu'il y a un travail. Mais malheureusement, bon, c'est la vie qui est comme ça. Que ce soit les footballeurs, que ce soit les basketteurs, que ce soit les chanteurs, les gens regardent que le succès. Ils ne savent pas par où sont passés. Il y a des gens qui ont dormi dans la rue, il y a des gens qui ont mangé des cacahuètes, il y a des gens qui ont mangé le ventre vide. Donc, tout ça, on ne le voit pas. Aujourd'hui, c'est que la réussite. Donc, voilà. Malheureusement, c'est le monde qui est fait ainsi. Et que diriez-vous aujourd'hui? Le homecoming, faut-il revenir au Sénégal? C'est ce que vous conseillerez à ceux-là qui sont restés en France ou ailleurs? Écoutez, oui, parce que si je ne le fais pas, c'est égoïste parce que je l'ai fait moi-même. Et voilà, et je pense que comme je l'ai dit, on n'est jamais mieux que chez soi. Ça, c'est un truc que je le sais, j'ai vécu en France, j'ai grandi là-bas. Je ne tape pas sur les Français ou sur la critique et des formations, donc je ne vais pas être ingrat. Mais je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup à refaire. Mais, attention, l'Afrique aussi a ses aléas, l'Afrique aussi a ses réalités. Et ça, comme je vous l'ai dit,
tant qu'on ne vient pas là-bas, ici, pour le voir, on ne peut pas le savoir. Donc venez, essayez, mais d'abord, regardez, apprenez. Et après, lancez-vous. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Juste peut-être une dernière question avant qu'on clôt, qu'on mette un terme à cette belle émission que nous avons faite ensemble. Salam jusqu'où Salam compte-t-il aller? Jusqu'où? Ça c'est... Je ne sais même pas vous répondre par rapport à ça. Moi, bon, après c'est vrai que c'est peut-être facile de rejeter sur ça, mais je ne dis pas que je suis plus religieux que les autres, mais je pense qu'on a tous une éducation religieuse. Et moi, ma philosophie, c'est qu'il n'y a que Dieu qui sait jusqu'à où on va aller. Après, pour notre propre personne, pour notre propre ambition, quelqu'un qui veut se lancer dans un travail, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on a 14 régions au Sénégal, on a plusieurs villages à gauche, à droite. On s'est mis dans le domaine du transport. Aujourd'hui, on a ramené une qualité, on a ramené un plus dans le transport sénégalais. Donc aujourd'hui, notre objectif, notre but, c'est de desservir tout le Sénégal, apporter quelque chose au Sénégalais. C'est ça le plus important, c'est apporter quelque chose au Sénégalais. Et après, pour la limite, il n'y a que Dieu qui sait où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'il va nous freiner. Mais pour nous, personnellement, c'est de pouvoir faire toutes les régions du Sénégal pour que les Sénégalais, les Sénégalaises puissent aller dans les différentes régions dans les meilleures conditions. C'est vraiment ça notre objectif. Peut-on parler de rêve sénégalais? C'est-à-dire? Existe-t-il le rêve sénégalais? Y a-t-il un rêve sénégalais? Il y a un rêve, mais il faut se penser pour voir si c'est réel ou pas. Il y a un rêve sénégalais, mais je le dis encore, il y a des réalités qu'il ne faut pas négliger. Voilà, je ne dis pas ça pour faire peur, mais je ne peux pas dire aux gens, venez, c'est l'Eldorado, insistez de les réussir. Non, c'est possible, mais je parle de notre propre parcours à nous-mêmes, de nos embûches à nous. Il y a eu des embûches, c'est peut-être la vie qui est comme ça. Il n'y a que Dieu qui sait. Mais venez, essayez, investissez, mais toujours avec un regard sur le pays. Un regard sur le pays, ça a été un plaisir de vous recevoir à Homecoming qui passe tous les mardis, je le rappelle, sur Madère TV. Merci. Merci à vous, merci à tout le monde et merci à vous, M. Malera.